Entretien téléphonique, elle négocie à la baisse les 30 000 $ US exigés par les ravisseurs qui croient que, parce que la jeune fille a le teint clair, son père est nécessairement riche. Affolée, la mère explique sa grimelle est le produit de viol. J'ai été violée par un blanc alors que je travaille dans un hôtel implortel. Farah n'est pas l'enfant d'un bourgeois. Le lendemain, le 15 novembre, la pression monte d'un cran. La rançon doit être livrée avant 6 heures du soir. Sinon, Farah mourra. Après une course folle, la mère parvient à ramasser 4 000 $ haïtiens. Des amis de la Croix-des-Boussales et des parents ont sorti leur portefeuille afin d'aider la pauvre dame de 42 ans qui gagne sa vie en vendant des appels téléphoniques dans les rues de la capitale. À 19 h, quelques minutes après l'expiration de l'ultimatum, elle entre de justesse en contact avec les bandits qui séquestrent son enfant. Les kidnappeurs lui demandent alors de trouver 2 000 $ haïtiens de plus. Ils lui donnent aussi des consignes pour le versement de la rançon. Vain espoir. Elle se présente au rendez-vous quelque part du côté de Marin, vers la route 9. Il fait noir. 2 des ravisseurs l'attendent. Elle file le paquet à un homme caché derrière un mur. L'autre lui assure que Farah sera libérée le soir même. Le bruit des gonds d'une porte qui s'ouvre la fait espérer. En vain. Ta fille sera déposée tout près de chez elle. N'amenez pas au propre, lui jette le kidnappeur de ton sec pour couper court aux demandes répétées de la mère de repartir avec son enfant qui a peur de l'obscurité. Rentrée chez elle, elle attend désespérément le retour de sa fille. Soudain, le téléphone sonne. Ou te mettez trop de monde sous dossier, ou te averti la police, mais nous videz la terre pour nous sans trottoir. Annonce l'un des kidnappeurs à la mère de Farah pour qui le monde vient de s'écrouler. Avec quelques voisines, en pleine nuit, elle tente l'aventure et part pour Santo. À mi-chemin, elle doit revenir sur ses pas. Il est 2 h du matin et elle vient de ressentir une étrange douleur dans ses flancs, la même qu'elle avait éprouvée en mettant Farah au monde le 7 juillet 1986. Aux premières heures du jeudi 16 novembre, elle découvre, atterrée, le cadavre défiguré de sa fille. Il y a du sang partout. Ses yeux ont été crevés. Peu à peu, la mère reconstitue le drame. Selon des témoins, Farah a demandé à ses bourreaux pourquoi il l'avait conduite à Santo alors qu'ils avaient déjà empoché la rançon. Après un échange verbal plutôt musclé, les ravisseurs lui ont intimé l'ordre de mettre un sachet de plastique sur sa tête. Comment pourrais-je le faire puisque vous m'avez cassé le bras, a entendu un témoin, avant que 2 détonations retentissent soudain dans la nuit, suivies d'un sinistre silence. Étudiante en première année à l'école normale supérieure de l'Université d'État d'Haïti, Farah Kirby Dessous laisse derrière elle une mère éplorée qui n'a plus pour se consoler que son fils Alexandro Lecomte, le petit frère 15 ans, est celui qui a été ouvrir la barrière à sa sœur au moment où elle rentrait à la maison. Il ne la reverra jamais. Bouffée par la douleur, cette famille craint maintenant pour sa propre sécurité. Car Farah aurait reconnu peu avant son enlèvement crapuleux quelqu'un qui tentait de cambrioler sa maison. Ce voleur, vraisemblablement, entretenait des liens avec les ravisseurs qui savaient depuis le tout début que Farah ne rejoindrait pas sa famille vivante. Une information capitale que Michael Lucius aurait pu utiliser pour appréhender les kidnappeurs s'il n'avait pas été lui-même obligé de consacrer tout son temps à se défendre. Robertson Alphonse. Là, en 2006, en 2015, kidnappé, torturé et assassiné. Lancy Esmerville, 23 ans, n'est pas là. Elle ne rentrera plus. La mine désemparée, quelques amis, assis dans le salon de sa maison à Bizoton 51, sont muets. Dans la chambre, sa mère, allongée sur un lit, ne parle pas. Le pas lourd, d'autres visiteurs soupirent. Casse le silence dans ces lieux où l'on est chrétien pratiquant. La petite sœur de la victime, effondrée, puise en elle la force pour raconter ce calvaire. Vers 5h30 p.m., jeudi 3 décembre, Lancy Esmerville a été enlevée dans les parages de l'église adventiste Belle Étoile à environ 200 mètres de chez elle. Des témoins rapportent qu'on est parti avec elle dans une voiture noire, confie la petite sœur de Lancy. Angoisse, insoutenable attente. Le lendemain, les ravisseurs appellent à 13h25. Ils exigent une rançon de 150 000 $ américains. Ils font écouter un enregistrement. On entendait la voix de Lancy. Elle a dit qu'on la frappait. Elle a dit qu'elle n'avait pas mangé, explique sa sœur. De peine et de misère, aidée par des parents, des amis, la famille a pu rassembler 50 000 $ américains. La rançon a été remise lundi soir. Plus rien. Silence. Mardi matin, la population de Monde Karaté sur la route de l'Amitié connectant l'ouest au sud-est découvre un cadavre balancé dans un ravin, enveloppé dans une couette. C'était celui de Lancy Esmerville. Elle a été torturée. Sur son visage, il y a des bleus et sur ses lèvres, des traces de sang. On l'a retrouvée avec un bras fracturé. On ne sait pas si la fracture est post-mortem. Aucune perforation n'a été relevée sur son corps. Elle portait une robe noire avec des motifs ressemblant à des toiles d'araignée en haut. Autour du cou, on a retrouvé ce qui ressemble à un chemisier. Il était noué comme s'il servait à la fois de bâillon et de bandage pour les yeux de la jeune femme
étudiante en agronomie à l'université Quisqueya, membre du comité de jeunesse dans son église, animatrice de l'école du dimanche à la MEBSH. Sa petite sœur l'a décrit comme une fille sensible, amicale, qui aimait tout le monde. Elle était aimable, sage, dynamique, confie Jonas Lawrence, journaliste, meneur de la petite chorale des Cœurs Unis de l'église baptiste de Côte-Plage de la MEBSH. Il a vu grandir Lancy qu'il considère comme sa fille. On priait pour sa libération, soupire Jonas Lawrence. Comme un pied de nez, un ultime acte de résistance face à la cruauté des kidnappeurs assassins qui ont tué et torturé Lancy. Patricia Camillien, directrice des affaires étudiantes de l'université Quisqueya, où étaient les instants de vie. Le feu sacré qui brûlait de cette jeune femme. Lassa Aimi, dont je veux me rappeler, est une jeune femme remarquable, aimable et souriante qui est venue à la DAE par un beau jour de septembre proposer des services bénévoles et qui nous a tous marqués par sa joie de vivre, son goût poussé de la mode, sa créativité, sa gentillesse et sa grandeur d'âme. Confie Patricia Camillien sur son blog. La Saïmi dont je veux me rappeler est une jeune femme radieuse qui, il y a 3 semaines, est passée nous faire ses adieux parce qu'elle devait partir aujourd'hui, 9 décembre, continuer ses études au Canada. Une belle et brillante jeune femme à qui je disais alors qu'elle et sa contagieuse foulée nous manqueraient, témoigne Patricia Camillien. Cette énième victime de l'insécurité de la capitale, ce n'est pas elle. Cette photo qui a déjà commencé à faire le tour des réseaux sociaux n'a rien à voir avec elle. Notre Saïmi célébrait régulièrement avec des statues qui nous faisaient souvent sourire sa similitude. C'est ainsi qu'elle aurait voulu que nous nous rappelions d'elle. C'est ainsi que nous nous rappelons d'elle. Appelle-t-elle en souvenir de cette jeune femme qui adorait aussi se faire prendre en photo, les yeux grands ouverts et ce sourire qui distille un bonheur contagieux. Sur la toile, il y a une avalanche de commentaires exprimant peine, consternation et colère. La date des funérailles n'était pas encore connue. C'est en 2015 et en 2020. 2020. C'est ça. Vous voulez me lire l'article 2020? Tu peux lire? Magique. Tu veux lire? Toute nouvelle, sans sous 100.9. Vous mettez Lily. Evelyne Sincère, kidnappée, torturée, assassinée et abandonnée dans une décharge à ordures. Aux premières heures de la matinée du dimanche 1er novembre 2020, la famille d'Evelyne Sincère, 22 ans, a reçu un appel ayant eu l'effet d'un tremblement de terre. Au téléphone, le ravisseur, 4 jours après le kidnapping d'Evelyne, jeudi 29 octobre, au dernier jour des examens de la philo et après d'âpres négociations pour sa libération, a indiqué le lieu où le cadavre a été balancé. C'est à Delma 24, dans une décharge qu'Evelyne Sincère, presque nue, a été retrouvée par sa sœur Inette Sincère et le juge de paix suppléant de Delma, Jean-Flory Raymond. Elle a été battue à mort, a confié au journal Le Nouvelliste le juge de paix. Particulièrement troublé, le magistrat souligne avoir relevé des ecchymoses au niveau du bras gauche, du dos, des fesses de la jeune fille. Elle a été battue au niveau de la plante de son pied droit. Son vagin était enflé, a poursuivi Jean-Flory Raymond, qui n'écarte pas l'hypothèse des viols à répétition d'Evelyne Sincère. Sur les lieux, la sœur de la victime, Inette Sincère, dévastée, fait le récit de ses conversations avec les kidnappeurs qui ont exigé 100 000 $ avant d'accepter 15 000. Il a appelé pour dire qu'il n'attendrait pas lundi parce qu'il n'y a pas de place, a expliqué Inette Sincère, qui n'en finit pas de répéter à des journalistes qu'elle avait intercédé, demandé grâce pour sa seule petite sœur, sa princesse. J'ai demandé grâce et indiqué que j'apporterais l'argent après avoir fait des pirouettes, a expliqué Inette Sincère. Elle est revenue sur cette dernière conversation avec sa sœur. Elle l'avait rassuré qu'elle ferait tout pour rassembler l'argent. On me dit qu'elle a été chez un partenaire qui l'a saoulée, a confié Inette dans une vidéo devenue virale sur la toile. Evelyne Sincère, 22 ans, grands yeux noirs, lèvres charnues, est une autre belle jeune femme ayant connu une fin tragique. Bon, et le reste, ce sont les rappels de Robertson par rapport à deux premiers articles de lieu. À propos là, au retour, nous allons parler avec, nous avons toujours été sous phénomène de sécurité, nous allons parler avec le responsable organisation de droit monde pour le dire ça, le penser. Nous tout à l'heure. Vous qui, et la caillou, et bon, mon yo, et qui est vraiment triste, mais nous allons mettre tout à des déclarations à chaud que Grande Sœur a été fait hier dans Bico et plusieurs confrères journalistes, lesquels t'as découvert et cadavre dans Delma 24. Donc, il t'a expliqué et comment il était quand même négocié avec famille, avec bandits, mais malheureusement, ouais, c'est ça qui arrivait. Donc, nous allons permettre tout à l'heure, en attendant que Dominique permette que la technique reprend, nous allons permettre autant des déclarations, grande sœur, victime, mais après ça. Mais, où connaît, crime ça, et choc là, il fait presque même effet avec, son chef à des sources, en 2004, justement, et Jacob, et Samili, et vraiment pas qu'être jeune fille que, ouais, me compte qui beau dossier ou hier qu'on y a. Ok. Et Robertson Alphonse qui écrit pour le journal là, depuis plusieurs années,
Robertson Alphonse, c'est malheureux. Bon, est-ce qu'on a dit son coïncidence, mais nous connaissons Robertson est toujours très concerné par le sujet ça. Robertson Alphonse écrit 3 articles, 2006, 2015 et 2020. Tous les 3 titres même genre. Kidnappé, torturé, assassiné, Farah Kerbi des Sources. Kidnappé, torturé, assassiné, Nancy S. Mianville en 2015. Et ça qui passait avec Evelyne Cesser, kidnappé, torturé, assassiné, abandonné dans une décharge à ordures. Tout à l'heure, Hélène Fintan des mamans, nous parlons de tous les